à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job en direct du lundi au vendredi sur Bismart, expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, manager, soyez rebelle. La rébellion, ça a du bon. C'est ce que nous verrons avec mon invité dans quelques instants. Dans Smart et Réglo, contracter avec son entreprise lorsque l'on est dirigeant, oui, c'est possible, mais quand et comment? Nous ferons le point avec un expert en droit des affaires. Dans le cercle des experts Smart Job, le congé paternité qui est depuis hier porté à 28 jours, dont 7 obligatoires. La mesure s'inscrit en faveur de l'égalité femmes-hommes, mais est-elle suffisamment ambitieuse? Nous parlerons aussi du bonus-malus pour limiter le recours abusif aux contrats courts, l'un des principaux volets de la réforme assurance chômage entrée en vigueur hier. L'actualité de la semaine commentée par nos experts. Ils me rejoindront en seconde partie d'émission. Et puis avant de nous quitter, comme tous les vendredis, le livre de Smart Job. Aujourd'hui, un ouvrage à contre-courant de toute la littérature entrepreneuriale classique, puisqu'il nous invite à improviser. Son auteur viendra me rejoindre en toute fin d'émission. Mais pour commencer, vous le savez, c'est bien dans son job. Un bien dans son job avec un air de rébellion ce matin. Bonjour Frédéric Rémillet. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Ethic Consulting, c'est un cabinet de conseil en innovation managériale. Vous avez également fondé ou cofondé la formation Les Rebelles du Management, formation créée en 2019. C'est quoi un manager rebelle? Vous invitez les managers à se rebeller. Oui, j'invite les managers à se rebeller et en fin de compte... c'est lié à une date et une rencontre le 20 juin 2010. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que vous faisiez le 20 juin 2010. Absolument pas. Absolument pas. Le 20 juin 2010, les joueurs de l'équipe de France de football se sont rebellés. Se sont rebellés contre l'autorité. C'est la fameuse affaire de Naïsna. Et donc, à la suite de ça, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'avec... Ils se rebellaient contre leur manager. Contre leur manager, refus de jouer. Ça a été l'équipe la plus célèbre à ce moment-là, sans avoir joué un match. Eh bien, on en a perdu 3. Eh bien, évidemment, on n'a jamais été champion du monde. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment c'était possible qu'en fin de compte, une équipe de joueurs extrêmement talentueux, qui aurait pu gagner la Coupe du Monde, en fin de compte, a été catastrophique. Et donc, ça m'a donné l'idée de m'intéresser entre les parallèles entre le monde sportif, comment manager des sportifs de haut niveau, et comment manager les 3 millions de managers en France. Et donc, à la suite de ça, j'ai écrit un premier livre sur comment donner du plaisir à manager, et puis un deuxième, puis un troisième. Et puis, je me suis intéressé aux grands coachs sportifs, notamment à Pascal Duprat, qui est un entraîneur charismatique et que j'ai suivi toute une saison. Et Didier Deschamps a eu la gentillesse de faire la préface de mon bouquin. Après, j'ai suivi un autre entraîneur charismatique qui s'appelle Christophe Furios, qui a été champion de France avec le Castres Olympique de rugby et qui est maintenant l'entraîneur de l'UBB. Et on se rend compte que ces gens-là, ces managers hors du commun, ces coachs hors du commun, ils se rebellent. Alors, ils se rebellent pas pour refuser de s'entraîner, mais ils se rebellent pour remettre en cause le statu quo, pour être meilleurs. Et en fin de compte, que ce soit Didier Deschamps, que ce soit Pascal Duprat, ou que ce soit Christophe Furios, ils ont un mantra qui les aide à se lever tous les matins: être meilleur ne s'arrête jamais. Être meilleur ne s'arrête jamais. D'ailleurs, c'est la baseline de la formation oui. que vous proposez. Oui. Quelles sont vraiment les qualités? Donc, oui. ils remettent en cause le statu quo. Oui. Un manager rebelle, quelle qualité il a? Il est créatif? Alors, un manager rebelle, c'est en fin de compte un manager qui va être capable de répondre à 3 questions et qui a 3 qualités. La première question, c'est: est-ce que vous avez atteint votre potentiel maximum? Généralement, on ne l'a jamais atteint, a priori. Quelquefois, j'ai eu des réponses oui, donc méfiez-vous. Et la deuxième question, c'est: est-ce que vous avez envie de progresser? Alors, si vous avez... J'espère aussi. Non, mais tout dépend de la réponse à la première question. Et là, mais vous avez raison. En vrai, on a des réponses assez standards. La troisième question est plus compliquée et souvent, j'ai des regards interloqués qui nécessitent une introspection qui est: est-ce que vous avez une idée claire? Une idée claire de votre prochain palier de performance à atteindre et comment vous saurez que vous l'avez atteint. Voilà, je suis là, je vais aller là, mais je sais exactement quel est le point d'arrivée et je sais exactement comment je saurai que j'y suis arrivé. Et pour ça, dans le cadre du programme de Rebelles du Management, on aide les gens à répondre à surtout cette troisième question. Et se rebeller, c'est 3 qualités. La première qualité, c'est la curiosité. Un manager rebelle, c'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui observe, qui a soif d'apprendre. s'intéresse. Exactement. Qui en fin de compte,
à garder l'âme qu'on avait quand on était enfant. Rappelez-vous, quand on était enfant, on posait entre 100 et 150 questions par jour. Aujourd'hui, on en pose 4-5. Ça dépend des générations. Quelquefois, même, ce n'est pas des questions, des onomatopées. Donc ça, c'est le premier talent. Le premier talent, c'est la curiosité. Le deuxième talent, c'est un talent qui est beaucoup mis à l'épreuve en ce moment. Ouais. C'est la nouveauté. La nouveauté, pour être très précis, c'est le confort avec l'inconfort. Comment on fait pour être confortable avec l'inconfort. C'est aussi apprendre à sortir de sa zone de confort. Absolument. Donc à se retrouver dans un petit déséquilibre et de s'y complaire en fait. Mais sur le papier, ça a l'air séduisant de dire je vais sortir de ma zone de confort. Vous voyez, je suis là, imaginez, je quitte le micro, je sors de ma zone de confort et je me mets là. Sur le papier, ça a l'air facile, mais dans la vraie vie, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est remettre en cause ses croyances, c'est accepter le feedback, le retour des autres et se dire je ne suis pas le meilleur et je dois encore progresser. Donc, et ça renvoie à quelque chose d'essentiel, c'est la gestion de son stress. Parce que quand on est dans l'inconfort, on est stressé. Et beaucoup de managers me disent moi, je veux me débarrasser du stress. C'est une bêtise sans nom. On ne peut pas se débarrasser du stress. Plus on grimpe dans la hiérarchie... Il faut l'apprivoiser. Exactement. Exactement. Le stress, c'est comme un feu dans la main. Et comment faire que cette boule de feu, elle ne vous brûle pas et que vous puissiez la maîtriser. D'ailleurs, ça peut être un moteur. Et il faut s'en servir pour justement... C'est un moteur, mais comme toujours, comme un feu intérieur, il faut faire attention qu'il ne vous brûle pas. Oui, qui paralyse aussi. Qui paralyse, exactement. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui est très bien illustré par Didier Deschamps, Pascal Duprat et Christophe Furios, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est être la même personne, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, du 1er janvier au 31 décembre. Et sur la partie managériale, c'est tordre le cou à une idée qui est de dire un manager authentique, c'est quelqu'un qui dit les choses et quelqu'un qui est courageux. Oui, mais c'est aussi un manager qui est vulnérable. C'est un manager qui est capable de pleurer, comme Christophe Furios, qui est un colosse de 150 kilos, pas 150 euros, pardon. Aussi, peut-être. 150 kilos. En tout cas, il y a un point commun. En fait, là, vous me parlez de posture, donc c'est quelque chose d'assez personnel. Oui. Mais un manager, c'est quelqu'un qui interagit forcément avec des équipes. Bien sûr. Vous donnez l'exemple de Didier Deschamps, de Pascal Duprat, et vous me parliez de personnes charismatiques. Oui. Est-ce qu'en étant charismatique, et donc en se rebellant tout en étant charismatique, on arrive peut-être davantage à entraîner avec soi ses équipes? Avant le charisme, il y a la confiance en soi. Pour développer une relation de confiance dans une équipe, il faut avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, par exemple, un manager qui dit « fais attention », si je vous dis faites attention, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et en fin de compte, ce que je fais juste en vous disant qu'un manager, quand il dit faites attention, il transmet sa peur. Un manager charismatique, c'est d'abord un management qui transmet sa confiance, qui ne dit pas faites attention. Et alors, bien évidemment, alors le charisme, comment ça se passe? Christophe Furios le dit lui-même, il n'avait aucun charisme. On l'appelait, quand il était joueur de rugby, le rustique. Mais parce qu'il est curieux, parce qu'il est confortable avec l'inconfort, et parce qu'à un moment, il dit les choses de façon authentique, il développe une forme de charisme. Donc là, vous proposez une formation à des managers qui ont envie de se rebeller et qui ont déjà quand même quelque chose. Il y a un petit questionnaire pour savoir si on est... Alors, ils sont triés sur le volet, c'est ça, les participants? Il faut qu'on ait quand même une propension à vouloir sortir un petit peu du cadre, de ne pas vouloir suivre les process. Alors, une certaine curiosité aussi, forcément. Hein. Bon, en fin de compte, c'est un double enjeu. D'abord, qu'il y ait des managers qui sortent du cadre, c'est bien, mais il faut que l'entreprise, le système, accepte qu'il y ait des managers qui sortent du cadre. Parce qu'aujourd'hui, dans les grandes organisations, il faut accepter qu'on se dise la culture managériale ne nous va pas, on veut la changer. Donc ça, parce qu'on voit le rebelle comme celui qui s'oppose à l'autorité. D'une part, le manager, il a un manager, on va dire le N+1, le N+2, enfin un A, un N+1. Ou N+1. Le principal obstacle, c'est effectivement le supérieur du manager rebelle. Donc, comment il s'affranchit justement en fin de compte, c'est assez simple sur le principe. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Un rebelle du management positif, c'est quelqu'un qui se rebelle pour et non pas contre. Un rebelle du management, c'est quelqu'un qui dit non pas on va faire ça, mais qui pose des questions du style et si et pourquoi pas. Donc c'est quelqu'un qui... C'est de la suggestion, de l'ouverture. Oui. Parce que le problème du rebelle destructeur, c'est quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire et qui vous dit comment le faire de façon agressive. Alors qu'un rebelle constructif qui dit on a toujours fait comme ça, et si on faisait autrement? Et pour ça, il faut que l'entreprise l'autorise.
Il y a de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte que la culture managériale date encore des principes de Taylor du début du 19e siècle, très hiérarchique, où il suffisait de donner un ordre pour que les gens exécutent. Aujourd'hui, maintenant, il ne s'agit pas de donner des ordres, il s'agit de donner du sens. Donc pour ça, il vaut plutôt avoir un état d'esprit ouvert, nouveauté, curiosité, authenticité. Dans le programme de formation, il y a différentes sessions qui varient en fait en fonction des promotions. Oui. Qu'est-ce qu'on peut suivre vraiment comme ça j'imagine que la formation est construite autour de désirs, de questionnements qu'ont tous les managers surtout en ce moment. Oui. Voilà, on les aide à quoi concrètement? Alors déjà, pour les aider à faire quelque chose de concret, on part d'eux. C'est-à-dire, je leur pose une question très simple. Quelles sont les situations inconfortables dans lesquelles vous vous trouvez en tant que manager? Ou quelles sont ce qu'on appelle les injonctions paradoxales dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire ça et ça en même temps. Un exemple, comment développer l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire pas se tromper. Dans les entreprises industrielles, par exemple la sûreté nucléaire, c'est essentiel, tout en innovant. Alors qu'innovant, c'est se tromper. Donc comment on fait pour être excellent et se tromper? Donc on met en place des programmes, des thèmes par journée, avec des experts qui notamment sont venus ici invités dans cette émission, tels que Olivier Sibony sur les biais cognitifs, comme Jean-Édouard Grézy sur la gestion des personnalités difficiles. Et donc on les aide à travailler sur un format d'une journée, mais ça suffit pas à ça. C'est pas parce que vous allez rencontrer Olivier Sibony, qui est un ami, qui est très... C'est un plaisir de le rencontrer d'ailleurs. Hein. Il est très inspirant, ça fait 25 ans qu'il travaille sur les biais cognitifs, mais au bout d'une journée, vous dites super, qu'est-ce que j'en fais? Mais comment je le mets en place? Exactement, c'est ça le problème. Il y a la théorie et la pratique. Voilà, alors, la différence entre la théorie et la pratique, c'est en théorie, il n'y a pas de différence. Mais en fin de compte, il y a bien une différence. Et donc dans le programme, on a des journées, et dès que la journée est finie, chaque participant a un coach attitré et qui lui dit: bon alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et puis un mois après, qu'est-ce que tu as mis en place? Oui. Donc il y a un suivi aussi. Oui, sinon ça ne marche pas. C'est comme si Didier Deschamps disait à ses joueurs: voilà, moi je pense qu'on va s'entraîner comme ça, je vous laisse, on se revoit dans 2 mois. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des entraînements, il y a des petits pas, etc. Ça, c'est le deuxième point, un coach. Puis un troisième point qui est essentiel, c'est-à-dire que vous avez des notes, vous avez raison, c'est pratique d'avoir du Word ou du PowerPoint, mais on se rend compte que les managers, ils n'ont pas une note comme vous, mais ils en ont, je suis sûr que sur votre bureau, vous en avez 172, et vous n'avez plus le temps de les lire. Ouais. Donc nous, on leur propose plus, comme c'est le cas dans toutes les formations de PowerPoint ou de Word, on leur propose ce qu'on est en train de faire, des vidéos, des playlists YouTube, parce qu'on a des caméras, et on résume en 3 minutes une intervention de 2 heures. Alors c'est un parti pris, mais aujourd'hui, l'image a remplacé le texte. Les gens lisent de moins en moins. Le moteur de recherche le plus utilisé aujourd'hui en France, c'est pas Google. Et la voix imprimée aussi, peut-être. Bien sûr, et vous pouvez le réécouter. Donc voilà, c'est ça les petites Alors vous avez des vidéos de 3 minutes, je vais vous laisser 30 secondes pour me donner le conseil ultime pour encourager la rébellion. Le conseil ultime, c'est de répondre à mes 3 questions. C'est: est-ce que vous voulez progresser? Est-ce que vous avez atteint votre potentiel maximum? Est-ce que vous avez une idée claire du prochain palier de performance que vous avez atteint? Si c'est le cas, rejoignez-nous. Alors rejoignez-nous, justement, la prochaine promo, la numéro 5, démarre le 14 octobre prochain. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Oui, c'est en train de bien se remplir. Mais, il y a encore un petit peu de place, il y a un peu de place et vous rencontrerez Christophe Furios et qui nous parlera de être confortable avec l'inconfort. C'est plutôt pratique. Enfin, on a besoin de conseils en ce moment, effectivement. Donc, on s'inscrit aussi, je le rappelle, sur le site internet d'Ethic Consulting. Absolument. Merci beaucoup Frédéric Rémillet, fondateur d'Ethic Consulting et de la formation Les Rebelles du Management. Merci encore. Le rebelle, par définition, hors la loi. Alors que nous allons aborder maintenant cette rubrique juridique, on va essayer de revenir un petit peu dans le cadre. Une question aujourd'hui: quand et comment un dirigeant peut-il signer des contrats d'affaires avec sa propre entreprise? Réponse tout de suite avec un expert, c'est Smart et Réglo. Smart et Réglo autour des contrats d'affaires qui peuvent être établis entre le dirigeant et sa propre société. Bonjour Arnaud de Villiers de l'Isle-Adam. Bonjour. Vous êtes juriste, expert en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. C'est un service d'information et d'aide à la décision. Alors vous allez nous éclairer aujourd'hui. Contracter avec son entreprise lorsque l'on est dirigeant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vous avoue que contracter, pour moi, il y a contrat. On contracte avec une entreprise, donc on signe un contrat avec sa propre entreprise. En fait, donc dans l'immense majorité des cas, le dirigeant
va signer des contrats avec des tiers, en fait. C'est-à-dire que, en tant que dirigeant de la société, c'est lui qui la représente. Et tout au long de la vie sociale, dans le cadre de l'activité de la société, dans le cadre du support de cette activité, il va signer des contrats avec des tiers. Mais de temps en temps, en fait, il va être amené à signer des contrats non pas avec des tiers, mais avec lui-même. C'est-à-dire qu'il est dirigeant de la société d'un côté et il va être, en tant que personne physique, le co-contractant de cette société. Je vous donne un exemple. Par exemple, la société a besoin d'avoir un local et il se trouve que le dirigeant est propriétaire à titre personnel d'un local. Eh bien, on va mettre en place une convention entre la société et le dirigeant personne physique, et donc du coup le bail va être signé entre les deux. Donc en fait, le dirigeant se retrouve un petit peu des deux côtés. Justement, sur le point de vue de la signature, il va signer 2 fois ? Absolument, il va signer 2 fois, mais en fait, il ne signe pas 2 fois à titre personnel, il signe une fois à titre personnel en tant que bailleur, par exemple, puisqu'on a pris cet exemple-là, et de l'autre côté, il va signer en tant que représentant de la société, qui est une Donc on aura propre personne. à la fin du contrat le bailleur avec la signature du dirigeant, le représentant de la société avec la même signature. Absolument, tout à fait, exactement. On se retrouve dans des situations qui sont un peu paradoxales et qui donc du coup sont méritent véritablement un contrôle, parce que c'est vrai que ça peut être des situations qui génèrent des abus, puisque le dirigeant est des 2 côtés de la barrière et donc du coup il peut être tenté de s'avantager, de surfacturer. C'est en cela qu'ils sont particuliers, donc ça nécessite une surveillance, j'imagine. Exactement, c'est-à-dire que vous avez tout un process qui est mis en place dans les sociétés. Alors ça va dépendre de la société, c'est-à-dire que ça dépend de la structure sociale. Vous avez des process qui sont différents. Dans les SA, par exemple les sociétés anonymes, vous allez avoir un process qui est un process a priori, c'est-à-dire que en fait la convention ne va même pas pouvoir être signée, devra être signée après que le contrôle ait eu lieu, c'est-à-dire que c'est un contrôle qui est fait à la fois par le conseil d'administration et par l'assemblée générale, qui va venir regarder la convention, les conditions dans lesquelles elle est signée, etc. Systématiquement un contrôle en interne. Exactement, c'est un contrôle en interne de la société qui se fait soit a priori, c'est-à-dire avant la signature de la convention, soit a posteriori, parce que par exemple dans les SARL ou dans les SAS, c'est un contrôle qui se fait une fois que la convention a été signée, c'est-à-dire que le contrat a été signé, quel qu'il soit, et puis l'Assemblée générale va intervenir généralement au moment de l'Assemblée générale ordinaire annuelle pour analyser ces conventions et regarder les conditions dans lesquelles elles ont été signées, et puis on va les valider ou on ne va pas les valider, parce que parfois elles ne sont pas validées. Qu'est-ce qui se passe en cas d'invalidation ? Alors, ce qui se passe, c'est que la convention en tant que telle ne va pas être nulle pour autant. Simplement, si jamais elle a des conséquences négatives pour la société, eh bien, on pourra engager la responsabilité du dirigeant pour que, tout simplement, il répare le préjudice qu'il a causé à la société du fait de la signature de cette convention-là, en fait. Est-ce qu'il y a des conventions qui sont totalement interdites ? Absolument. Il y a des conventions qu'on ne peut jamais signer, qu'un dirigeant ne pourra jamais signer avec la société dans laquelle, justement, il est mandataire social. C'est le cas, par exemple, des emprunts. C'est-à-dire qu'un dirigeant ne peut jamais signer un emprunt avec la société dans laquelle il est dirigeant. Quand je dis ne peut jamais signer un emprunt, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais se faire prêter de l'argent par sa propre société. C'est absolument impossible. C'est le cas aussi pour tout ce qui relève des cautions et l'aval d'obligations que pourrait avoir le dirigeant vis-à-vis de tiers. Il ne pourra pas demander à la société d'être caution d'un de ses engagements vis-à-vis d'un tiers. Ça, c'est complètement interdit. Il faut préciser également que le périmètre est quand même très large puisque ça concerne tous les dirigeants. Donc, évidemment, les dirigeants exécutifs, entre guillemets, c'est-à-dire les présidents, directeurs généraux, les gérants, etc. Mais ça touche aussi tous les administrateurs, les membres de conseil de surveillance, et ça va même encore plus loin, puisque tous les ascendants et les descendants de dirigeants ne pourront jamais signer ce genre de convention avec la société en question. Vous parliez d'emprunt, mais aussi le cas du compte courant associé. Alors, le compte courant associé, c'est une sorte d'emprunt, sauf que c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas la société qui vient prêter de l'argent au dirigeant, c'est le dirigeant qui met à disposition de la société de l'argent. Et ça, pour le coup, c'est très commun. C'est très courant, extrêmement commun. C'est ce que j'allais vous dire, oui. Et je dirais que c'est presque la convention, justement, les conventions qui sont signées entre les dirigeants et la société qu'on retrouve le plus. Simplement, c'est pas parce que c'est courant qu'il ne faut pas encadrer ça, et c'est très important de mettre en place une convention de compte courant dans laquelle on va venir organiser la façon dont cette mise à disposition va avoir lieu, les conditions de remboursement, le taux d'intérêt, puisque évidemment c'est un prêt, donc il va falloir que ça génère des revenus pour le dirigeant. Alors, c'est à noter que c'est pas obligatoire. Ça aussi de la même manière par éventuellement un conseil d'administration ? Oui, alors c'est toujours pareil. C'est-à-dire que en effet, il va y avoir un contrôle qui va être fait.
généralement, ils n'interviennent pas forcément sur toutes les conditions en tant que telles, mais ils vont venir contrôler si en effet les conditions leur paraissent cohérentes et adaptées à la situation. Puisque ce qui pose problème dans ces conventions, finalement, c'est toujours la notion d'abus. C'est-à-dire que dans certaines situations, le dirigeant va abuser d'une situation parce qu'il se dit, bon, bah chouette, je suis à la fois dirigeant, mais je suis... Espérons que tous les dirigeants n'aient pas non, évidemment, en tête évidemment pas. Ils ne l'ont de pas tomber dans l'abus. L'immense majorité, mais c'est vrai que ça peut être tentant de temps en temps de surfacturer un petit peu ou de mettre en place des conventions dont la société n'a pas forcément besoin. Donc il faut faire attention parce que elles sont contrôlées en interne et puis ça peut même dégénérer sur des risques pénaux de temps en temps si la situation est caractérisée. Ça pourrait être constitutif d'un abus de bien social. Mais si on n'est pas dans le cas d'une grosse structure et qu'il n'y a pas d'associés, pas de conseil d'administration, comment on peut éviter justement les détournements de fonds, les abus de biens sociaux ? Peu importe la taille, c'est-à-dire que ces conventions qui sont signées entre le dirigeant et sa société devront toujours donner lieu à un contrôle si elles rentrent justement dans le cadre des conventions qui doivent être contrôlées. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les conventions qui sont considérées comme des conventions courantes et qui sont signées dans des conditions dites normales ne passeront pas par les fourches codines du contrôle. Mais si jamais on sort un petit peu des conventions courantes et qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus original, d'un petit peu moins récurrent justement, là, il faudra passer par le contrôle interne de ce qu'on appelle la procédure des conventions réglementées. Et ça, c'est pas une question de taille de société. Qu'on soit 2 dans la société, qu'on soit 3000, il faudra respecter cette convention-là. Vous avez aussi, dans le cadre de cette, de cette procédure, l'intervention des commissaires aux comptes. J'allais vous demander justement quand est-ce qu'ils interviennent finalement. Alors, faut-il encore qu'il y ait un commissaire aux comptes dans la société ? Oui. Toutes les sociétés n'ont pas des commissaires aux comptes, mais à partir du moment où vous avez un commissaire aux comptes dans la société, il va venir rédiger un rapport sur ces conventions-là, dont il faudra l'informer en amont, en lui disant bon, bah écoute, il y a une convention qui a été signée entre le dirigeant et la société, je te mets au courant, fais un rapport dessus, il va faire un rapport, il va analyser les choses, dire ce qu'il en pense, et ce rapport sera soumis à l'Assemblée Générale au moment de l'approbation des comptes, et justement, les associés pourront donner leur avis sur les conventions en question, à la lumière notamment de ce rapport. Et quelle différence avec les conventions dites d'assistance ? Alors, les conventions d'assistance, c'est, je dirais, une sous-catégorie des conventions réglementées. C'est-à-dire ce sont des conventions de prestation de services, c'est-à-dire c'est tout bêtement une prestation que va faire le dirigeant au bénéfice de la société. C'est-à-dire que, par exemple, il est, en plus d'être dirigeant d'une société, le dirigeant est designer. Voilà, à titre personnel, à côté de ça. Et donc, du coup, il est entrepreneur individuel en tant que designer. Eh bien, si jamais il y a un besoin pour la société d'avoir un designer, eh bien, il va pouvoir mettre en place une convention entre la société et lui-même, une prestation de service de design. Donc, pour le coup, c'est de la prestation de service. La seule spécificité, c'est qu'elle n'est pas signée avec un tiers, elle est signée avec lui-même. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'elle soit contrôlée le plus possible. On signe forcément une convention d'assistance où, globalement, on fait ça et on ne se fait pas rémunérer. Alors, s'il n'y a pas de rémunération, évidemment, la question se pose moins. Puisque pourquoi on contrôle les conventions réglementées ? Parce qu'il y a une notion, financière, il y a des flux financiers, et qu'on ne veut pas qu'il y ait un appauvrissement de la société au bénéfice d'un dirigeant. Donc, c'est surtout ça qui est contrôlé. Après, c'est vrai que si on est sur une prestation à titre gratuit, fatalement, on va moins être enclin à respecter cette procédure-là, oui, bien sûr. Merci pour cet éclairage, Arnaud Devilliers de l'Isle-Adam. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes, je le rappelle, juriste, expert en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Alors, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, Arnaud. En entreprise, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est le cas notamment lors de la pause café, lorsque l'on s'égare à parler politique, sujet épineux sur lequel s'est penchée Sybille Aoudjan. On la retrouve tout de suite pour la pause café. La pause café avec Sybille Aoudjan. Alors là, on va vraiment parler de la pause café et d'une discussion qu'on peut avoir lorsque on partage un expresso, un thé, que sais-je. On parle de son week-end et je ne sais pas pourquoi. On part sur un autre sujet et des fois c'est un sujet un petit peu plus sérieux et on peut éventuellement parler politique, sujet glissant, tabou, j'ai envie de dire.
Oui, et en plus là on sent bien qu'on rentre dans une année électorale. Les sondages d'opinion tombent toutes les semaines. Les élections régionales ont réveillé quelques âmes passionnées. Les gestes politiques redoublent en cette prévision de 2022. Alors effectivement, une fois les vacances, les expositions du week-end racontées, difficile de parler d'autre chose sans laisser entrevoir quelques-unes de ces opinions. Alors parler politique, religion ou encore d'argent figurent parmi les grands tabous de l'entreprise. Des sujets effectivement bien glissants qui peuvent avoir de réelles conséquences sur l'esprit d'équipe. Effectivement. Alors déjà, en termes de droit, est-ce qu'on peut parler politique au bureau ? Alors un employeur ne peut pas interdire à un salarié, quel que soit son statut dans l'entreprise, de s'exprimer librement sur des questions politiques. Côté employeur, la loi du 4 août 1982 dispose que licencier un employé à cause de sa position politique peut être considéré comme une atteinte à la liberté d'expression et entraîne une amende qui peut aller jusqu'à 45 000 € et une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Cela est vu comme une discrimination. En revanche, une chose est interdite côté de l'employé, le prosélytisme. On n'a pas le droit de distribuer des tracts dans l'entreprise appelant à voter pour tel ou tel homme politique. Et par ailleurs, depuis la loi du travail 2016, le principe de neutralité peut s'imposer dans les locaux. Il est possible que soit inscrit dans le règlement intérieur l'interdiction de manifester ses convictions politiques auprès de ses clients. Et dernière chose, ce n'est pas parler politique, mais parler politique peut vous y emmener. L'insulte est interdite. L'abus du droit à la liberté de l'expression au travail peut constituer une faute grave et donc aboutir au licenciement du salarié. Certains propos peuvent être considérés comme abusifs et par exemple, les publications qui portent atteinte à l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux ou encore atteinte à la dignité des personnes sont susceptibles de vous faire licencier. Bon, alors, globalement, oui, on peut en parler. Certains osent, d'autres pas du tout. Bon, globalement, c'est vrai que quand on parle de sujets notamment sociétaux, on peut lire en travers une certaine tendance politique. Mais alors, est-ce qu'on se risque quand même à essayer de parler politique sans parler d'abstention ? Est-ce que tu as voté ou pas voté ? Non, c'est pas forcément la question, mais est-ce qu'on va vraiment oser ? Voilà, c'est dangereux, mais c'est possible. Il faut juste être conscient que, comme dans un repas de famille, la situation peut s'envenimer assez rapidement et cela ne mènera pas forcément aux meilleures conditions de travail et surtout il n'est pas forcément favorable ni utile de savoir que votre collègue avec qui tout se passait jusqu'à présent très bien en fait a des idées qui ne correspondent pas du tout à la vôtre. Mais en pratique, en tout cas, la politique n'est pas du tout évitée au bureau. Il y a un sondage qui existe qui est certes un petit peu vieux mais qui est sûrement d'autant plus vrai aujourd'hui. En 2011, un sondage des éditions Tissot réalisé par Opinionway note que 57% des salariés parlent politique sur leur lieu de travail et 26% affichent clairement leurs opinions. Oui, alors peut-être une dizaine d'années, mais je pense que ça a dû assez peu évoluer, sincèrement. Alors, quels conseils donneriez-vous à ceux qui vont oser, mais pour que ça se passe très très bien ? Et éviter justement les débordements et peut-être les prises de bec. Alors déjà, si vous êtes dans l'entreprise depuis quelques années, il est fort probable que vous ayez déjà cerné quelques tendances politiques de chez vos collègues, quelques mots lâchés ici et là. C'est quand même facile de se faire une petite idée. Alors, à moins de volontairement vouloir piquer quelqu'un, certaines tournures de phrases vous permettent de lancer un débat en bonne intelligence. Et malheureusement, certains et certaines confondent encore débat d'idées et débat d'ego. Et dans le cadre du travail, l'idée n'est pas de critiquer l'autre, mais bien plutôt de créer une discussion enrichissante. Alors, présentez vos arguments, mais n'essayez pas de convaincre. Et le sondage dont je vous parlais tout à l'heure note aussi que 60% des personnes sondées déclarent que les discussions politiques au travail n'ont aucune influence sur leur propre opinion. Et enfin, la meilleure façon de tirer profit de ces conversations, qu'elles soient politiques ou non, c'est quand même de poser des questions, essayer de comprendre son collègue, ce qui pourra en fait être un atout pour vous. Et attention en revanche à ne pas créer des groupes d'opinion communes, cela peut s'avérer assez délétère pour la vie d'entreprise. Donc finalement, créer le débat, ça peut être bénéfique, même pour l'esprit d'équipe. Oui, voilà, créer un débat en fait au sein de l'entreprise peut être très bénéfique, stimuler la réflexion, présenter des arguments, voire apprendre à s'exprimer en public. Tout ça sont des atouts indéniables pour un salarié. Et puis dans le cadre de l'évolution en entreprise, cela peut être intéressant, avoir des débats sur la vie du groupe, la vision du groupe. Voilà, savoir bien dialoguer avec ses collègues devient alors plus que nécessaire et ça peut aussi particulièrement fédérer les équipes.
Bon, en tout cas, dès lors que vous arrivez dans une entreprise, peut-être pas tout de suite partir pas la première sur ce chose qu'il faut terrain-là, parler week-end, exposition, je ne sais pas, musique, voilà. Je pense qu'on parlait récemment du small talk. Ne commencez pas tout de suite avec la politique, hein, ça risque de fâcher. Merci beaucoup, Sybille Aoudjan. On se retrouvera très vite, je l'espère. Dans quelques instants, le cercle des experts Smart Job. Un petit tour de l'actualité avec notamment le congé paternité, nouvelle version. Une réforme sociétale attendue de longue date, mais ce congé allongé va-t-il vraiment jouer en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes? Puis on s'intéressera aussi à l'une des mesures en vigueur depuis hier dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, le bonus-malus sur les contrats courts. Vous avez le programme, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après cette courte pause. Retour sur le plateau de Smart Job pour son cercle des experts, le cercle du vendredi. Ils sont avec moi pour commenter l'actualité chargée de la semaine. À mes côtés, Valérie Ohanessian. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Société française des analystes financiers. Vous êtes également administratrice de la Fondation Concorde. J'ai également à côté de moi Jean-Michel Garrigue. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. Merci à tous les deux d'être avec moi. On attend a priori Stéphane Marchand, qui est le rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho, qui devrait arriver, je l'espère, très vite. Voilà, j'ai décidé de commencer avec ce congé paternité nouvelle version, en vigueur depuis hier. Congé paternité, ou d'ailleurs du second parent. Il s'étend depuis hier à 28 jours, dont 7 obligatoires. Alors derrière cette mesure, il y a plusieurs objectifs, notamment celui de favoriser une meilleure répartition des charges, de la charge entre les parents, charges quotidiennes, professionnelles. Le congé paternité a été instauré en 2002. La France était presque précurseur en avance sur la plupart de ses voisins européens. Depuis, il y a de nombreux pays qui ont largement pris de l'avance et ont des dispositifs beaucoup plus généreux. Est-ce que vous pensez que passer de 14 à 28 jours, est-ce que la réforme est assez ambitieuse ? Sachant qu'il y avait eu cette fameuse commission des 1000 premiers jours, présidée par le pédopsychiatre Brice Cyrulnik, qui avait finalement recommandé de porter à 9 semaines. 9 semaines contre 4. Est-ce que finalement, ça va vraiment changer quelque chose, ce congé ? Écoutez, je pense qu'il y a une question de principe et une question d'opportunité. Alors, sur la question de principe, chacun peut avoir son point de vue. On a quand même entendu des arguments contradictoires ou un peu courts. On nous dit que c'est un congé de paternité. Dans le même temps, on nous explique qu'on peut avoir des enfants sans avoir de papa. Bon, on ne sait plus très bien. Oui, alors on n'est pas forcément obligé d'être le père pour pouvoir en bénéficier. Ceci est un peu ambigu. Après, on dit que c'est pour favoriser l'égalité homme-femme. Bon, on aimerait bien que ce soit toute l'année. Et je ne crois pas, malheureusement, que ce type de mesure soit très déterminante dans cet objectif plus que louable. Voilà, je pense néanmoins qu'il y a un mouvement de société, que la France, après avoir en effet été pionnière en 2002, a pris un petit peu de retard et que de ce point de vue-là, on est en train de s'aligner sur les pays européens les plus avancés, les pays nordiques et l'Espagne, pour ne citer que ceux-ci. Et après, dans ces pays, justement, est-ce que ça a changé vraiment quelque chose ? Après, il y a une question d'opportunité. C'est une mesure qui va coûter des sous. Au moment, 500 millions, un demi-milliard, au moment où le déficit donc pour de vous, sécurité sociale pas forcément le bon moment. Et de 40 milliards d'euros quand même, avec un déficit public qui dépasse les 118% du PIB. Après, ça a été voté dans la loi de financement de la sécurité sociale. Voilà. C'était à l'automne dernier, donc on était déjà dans un contexte de crise. C'est une mesure qui a des aspects positifs, beaucoup d'aspects négatifs aussi. Et c'est un choix de société, parce que quand on a aussi peu de moyens, à un moment donné, on peut porter les dépenses sur tel ou tel point. Il y a évidemment beaucoup d'autres sujets qui sont laissés à l'abandon. On pense notamment
à ce qui relève de l'accompagnement des parents d'enfants handicapés, des choses comme ça, extrêmement aussi difficiles, douloureuses. Voilà. C'est un choix de société, ça a été voté. Le principe est en soi louable. Je pense que la mise en application pratique n'est pas très simple du point de vue de l'entreprise et que le moment n'est peut-être pas, en effet, le mieux choisi. Mais y a-t-il un moment idéal pour ce genre de choix? Je ne sais pas. C'est une grande question. C'est la question que je vous pose, Jean-Michel Garrigue. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'est compliqué pour les entreprises? Est-ce qu'elles vont jouer le jeu? Oui, à 7 jours obligatoires, mais... Alors, d'abord, elles n'ont pas le choix. Voilà. Parce que c'est la nouveauté, ce sont ces 7 jours obligatoires. Elles vont être obligées de jouer le jeu. Vous avez raison de souligner en plus que le congé dit de paternité en fait concerne également évidemment les couples homoparentaux, d'où le mouvement d'ailleurs visant à changer le nom du congé de paternité, je crois, j'ai lu ça, de second parent ou de coparentalité, de manière à s'adapter effectivement à l'évolution des mœurs. Ce congé a une particularité finalement assez rare, c'est que d'habitude, les congés, le congé de maternité, le congé de maladie ou de tout ce qu'on veut, est lié à un problème ou la survenance d'un fait physique chez la personne qui subit ce congé. La femme qui accouche, le salarié qui est malade ou qui a eu un accident ou ce qu'on veut. Là, c'est un congé en fait qui concerne quelqu'un qui est l'accueil. Voilà, qui est en fait le partenaire de la mère qui a accouché. Et ce congé, en plus, vous le savez, peut être pris de façon fractionnée. Avec d'ailleurs des modalités compliquées selon... compliqué, oui. Il y a le congé de naissance de 3 jours auquel on rajoute les 4 jours du congé paternité. Après, le reste 21 jours qui peut être fractionné en 2 parties de 5 jours minimum. Et les modalités de fractionnement sont différentes selon, par exemple, pour les naissances multiples, le fractionnement... De jours. Et puis les modalités de fractionnement du congé sont différentes. Alors, donc, ça va être une complexité supplémentaire pour les entreprises, mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On va de toute façon de plus en plus dans l'entreprise vers l'octroi de congés qui ne concerneront pas la santé physique ou morale de la personne qui prend le congé. Ça existe déjà pour les décès. Exactement. Donc il y a... mais je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Je dis simplement que la tendance va s'accroître. Oui. On parle de salariés aidants aussi de plus en plus. C'est à ça que je voulais en venir. Les salariés aidants, toutes les futures lois sur la dépendance, l'accompagnement des salariés dépendants, etc. Donc, il va y avoir une augmentation pour les entreprises des congés qui ne concernent pas la santé physique ou morale du collaborateur. Et ça, c'est un point important parce que il va falloir en tenir compte. On ne connaît pas encore les modalités qui seront adoptées lors des futures lois sur justement l'accompagnement des aidants, notamment pour la dépendance, qui est un sujet majeur des années qui viennent, mais l'entreprise va devoir s'adapter et elle va devoir mettre en œuvre et participer ainsi socialement au développement de ces congés. Moi, je voudrais juste intervenir sur un point, puisqu'on a parlé beaucoup de l'entreprise et des salariés. Je rappelle qu'il y a quand même, pour moi, un sujet qui concerne les professions indépendantes, libérales, qui, elles, sont complètement exclues de ce genre de dispositif, créant ainsi un déséquilibre quand même, à un moment où le contrat de travail, on y reviendra peut-être après, salarié, j'allais dire classique, est quand même en régression, et on nous explique que l'avenir, ce sont des modalités de travail différentes et on ne compte plus aujourd'hui le nombre d'auto-entrepreneurs et de professions, je parlais libérales, mais aussi les commerçants, les artisans, etc. Donc, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu gênant dans cette disparité. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'un peu gênant, alors qu'on a quand même des congés payés parmi les plus généreux, des RTT, encore une fois, pour les salariés qui ont la chance d'en avoir, assez généreux aussi. Et on sait aussi qu'on est le pays où on travaille le moins. Donc, à un moment donné, je me dis, à quel moment va-t-on pouvoir travailler ? Mais voilà, je pose la question avec un peu de provocation, mais je pense que, malgré tout, c'est une vraie question. Stéphane Marchand, vous nous avez rejoint. Bonjour Stéphane, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. Vous allez pouvoir rebondir sur ce que vient de dire Valérie Ohanessian. Ça vous pose aussi question par rapport à quand allons-nous travailler ? Est-ce qu'on doit... Parce que, en fait, 7 pères sur 10
prennent leur congé paternité, en tout cas sur l'ancienne version, souvent l'un des arguments qui était mis en avant, c'était la question de la rémunération, puisque la partie hors congé de naissance est indemnisée par la sécurité sociale. Donc certains accusent, quasiment tous, une perte de salaire. C'était ce souci-là. Est-ce que, pour vous, ça va vraiment changer quelque chose, finalement, qu'on passe à 28 jours, puisque finalement, ce sera toujours indemnisé par la sécurité sociale ? Alors, pour rebondir sur... D'abord, merci pour votre accueil. Pour rebondir sur ce que disait Valérie Ohanessian, effectivement, une fois de plus, on est confronté à l'énorme disparité de traitement entre les salariés et ceux qui ne sont pas salariés, qui sont libéraux, auto-entrepreneurs. Enfin, il y a mille façons d'être indépendant. Effectivement, à eux, on ne réserve pas grand-chose, même si, reconnaissons que dans les détails, on voit de temps en temps poindre un certain nombre de droits pour ces gens-là aussi. Mais c'est vrai qu'il faut mieux pas trop comparer, parce que sinon, on n'en finit pas. Ensuite, au sein du salariat, est-ce que c'est une bonne idée ? Vous faites allusion à la perte de salaire, qui, si on n'en a que 7 sur 10 qui prenaient leur congé, jusque-là, d'abord, c'est pas si mal. Et pas forcément en totalité, d'ailleurs. C'était en particulier, effectivement, pour ne pas perdre en salaire. Oui. Et les indemnités journalières peuvent aller de 7 € au minimum, selon la sécurité sociale, jusqu'à 89 €. Il y a des accords de branche possibles dans certaines professions qui font que, dans certaines branches, j'ai l'impression que les gens ont, c'est du congé payé complet, quoi, quasiment. Donc il y a une nouvelle disparité. Mais enfin, si on entre dans ces détails techniques, on rate l'essentiel. Je pense que le message envoyé par tout ça, c'est un message de la société qui dit que les pères et les mères, les coparents doivent être traités de la même façon. Et derrière tout ça, il y a la vieille... vous savez, il y a une règle qui veut que les femmes payent cher la pénalité de maternité. Les femmes paient cher en salaire le fait d'avoir la maternité à assumer. Plus fin professionnelle, frein dans la carrière, notamment au moment de la reprise. Alors on ne va pas dire que le congé de paternité est une sorte de revanche contre les hommes, mais disons que c'est probablement une partie de l'arsenal pour rééquilibrer. C'est un premier pas, en tout cas, pour possible. Moi, je ne suis pas d'accord du tout là-dessus. J'aurais préféré qu'il y ait une plus grande vigilance, une plus grande sévérité pour ne pas pénaliser les femmes par rapport à leur congé de maternité. Ça, essayer de gommer la différence. Parce que là, on va vers la partie la plus facile. On essaye de mettre, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, des handicaps, au lieu d'enlever ceux qui sont en effet et qui existent pour les femmes qui sont... Vous avez le sentiment qu'on va pénaliser les hommes en leur imposant 7 jours de congé ? Je ne sais pas si on va pénaliser les hommes, mais en tout cas, on ne va pas changer le regard sur la maternité et le congé de maternité. Donc, ça ne changera rien pour les femmes et ça va, peut-être... Ça change pour les pères. Ça va changer pour les pères. Bon, avec l'idée, pour moi, qui suis sans doute un peu libérale, qui a là aussi une obligation. Bon, je serais plutôt favorable à ce qu'il y ait un droit ouvert et qu'il relève à la liberté de chacun d'utiliser ou de ne pas utiliser. Là, je pense qu'on se donne bonne confiance. Je ne dirais pas à peu de frais parce que ça va coûter cher, comme nous l'avons dit, mais on se donne bonne conscience avec une mesure qui ne va pas résoudre le problème de l'égalité homme-femme et notamment dans la progression des femmes et éventuellement dans la discrimination à l'embauche. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour peut-être enlever ce frein sur les femmes ? Ça, c'est un sujet plus difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une seule façon de faire, c'est d'admettre que c'est un phénomène naturel et d'anticiper dans la gestion des ressources humaines le fait que des jeunes femmes qui entrent dans une entreprise vont à un moment donné ou à un autre passer par ce moment qui est l'un des plus beaux qu'on puisse avoir dans sa vie et que au lieu d'être un problème, c'est un sujet à régler en management, en ressources humaines et ça s'anticipe puisqu'il y a aussi la gestion des on parle de ressources humaines, mais certaines entreprises n'ont pas attendu la société et une réforme pour allouer davantage de jours à leurs salariés. Bien sûr. Par exemple, on va avoir 5 semaines chez Ikea, 14 chez Kering. Il y a aussi ce Parental Act qui a été lancé à l'automne 2019 par des start-upers. Aujourd'hui, on a 400 entreprises qui ont signé ce pacte. Est-ce que finalement, l'entreprise n'est pas précurseur en la matière ? Alors,
Moi, je crois, je suis d'un naturel optimiste, je pense que ce mouvement est assez irréversible. C'est-à-dire que la protection de la santé, santé physique et santé morale, la protection de l'égalité des chances, la réduction des inégalités, des discriminations. On voit bien que le mouvement s'est accéléré depuis déjà de nombreuses années, et je crois profondément que ce mouvement est irréversible. C'est-à-dire que il y a beaucoup de chemin à faire, je rejoins ce que disait Valérie, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans l'égalité des droits, l'égalité des chances, la parité, la diversité, la lutte contre les discriminations, mais c'est vraiment un mouvement qui est irréversible. On le voit bien d'ailleurs, pardonnez-moi une incise, mais on le voit bien avec le développement de quelque chose qui englobe bien tout ça, qui est la raison d'être, le capital humain au sein de l'entreprise, l'entreprise à mission, qui se développe beaucoup. Il y a même des entreprises qui ont commencé à modifier, vous savez, l'objet social pour y inclure ces aspects-là. Je crois vraiment qu'à des vitesses différentes, le mouvement est irréversible. Et que, je ne dis pas que demain, tout sera vert, tout sera joyeux, mais je crois vraiment que plus on va aller et plus on va se trouver dans des situations d'égalité de droits, des situations tout à fait, évidemment, non seulement évidentes, mais nécessaires, d'égalité de droits, d'égalité de chances, d'égalité de salaire. Il y a des entreprises dans lesquelles ça ne s'est jamais posé. J'ai été très longtemps secrétaire général et DRH de groupes de médias. Dans les médias, c'est souvent une question qui ne se pose absolument pas. On embauche quelqu'un à cause de sa qualité technique ou artistique, etc., pas du tout à cause de son genre. Voilà. Et donc, les rémunérations sont fixées, si je puis dire, en fonction du besoin et de la qualité de la personne, de l'émission, du tournage, de tout ce qu'on veut, sans aucun lien avec le genre. Donc, il y a des secteurs d'activité qui sont naturellement un peu en avance là-dessus, d'autres qui sont sensiblement en retard, mais je crois que le meilleur reste à venir. Je voulais aussi aborder un tout autre sujet. La réforme de l'assurance chômage, entrée en vigueur hier. Alors c'est vrai que le Conseil d'État a suspendu l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence. Mais il y a d'autres mesures, des mesures assez importantes, qui sont bel et bien appliquées depuis hier. Il y a notamment ce bonus-malus pour limiter le recours abusif aux contrats courts et résorber, on dit, la permittence, c'est-à-dire l'enchaînement permanent de petits boulots. Alors c'était l'une des promesses du candidat Emmanuel Macron. Est-ce vraiment le bon moment pour mettre en place ce bonus-malus, sachant que techniquement c'est assez compliqué, on va avoir une phase d'observation d'1 an et un moment de modulation sur les cotisations seulement à partir de septembre 2022 ? Alors vous posez la bonne question, Valérie. Il faisait allusion tout à l'heure d'une certaine manière en disant que le salariat en CDI, l'espèce de socle de la société du travail en France, s'effrite un petit peu. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle dans la mesure où les besoins de l'économie ne sont pas forcément des besoins de CDI. En fait, le CDI d'abord. Justement, est-ce qu'il n'y a pas de besoin de flexibilité en ce moment ? Il y a besoin de flexibilité. Alors, le problème, c'est comment est-ce que vous passez de la flexibilité dont les entreprises ont besoin à cause de leur carnet de commandes qui fluctue et la flexibilité que vous imposez aux gens qui travaillent en disant voilà, on a une flexibilité, donc on va vous donner des contrats courts. Donc c'est dans cette logique-là qu'il faut que l'État, c'est tout à fait normal, c'est son rôle, intervienne pour dire attention, il ne faut pas aller trop loin. Et il y a des pays qui, je prends par exemple le Danemark, sur lequel je me suis penché récemment, dans lequel les gens, ça ne les gêne pas du tout d'avoir un contrat court, parce que dans leur tête, il y a 2 moments dans la vie. La vie est une succession de moments où vous travaillez dans la dignité et des moments où vous vous formez dans la dignité et dans l'efficacité. En France, on est malheureusement dans un système où soit vous travaillez dans la dignité du CDI, soit vous êtes dans l'indignité. On parle même du Graal quand on parle du CDI, voilà. Parce qu'il donne aussi l'accès au logement. C'est de la psychologie collective très très profonde dont il faut à mon avis sortir, mais vous ne pouvez en sortir que si vous installez un système dans lequel quand les gens ne travaillent pas, ils ont le sentiment de progresser quand même. Et ça, c'est pas simple, et le système de formation français est très largement déficient, tout en étant extrêmement coûteux. Et la question est là, voilà. Sinon, si on avait un système de formation intelligent pour les chômeurs ou pour les gens qui n'ont pas de travail, le problème des contrats courts ne se poserait pas. Au contraire, à la limite, un contrat court, moi dans mon journal, j'embauche des gens en contrat court, ils sont très contents parce que ça participe à leur formation à un moment donné et ils ne se plaindraient jamais. Mais si vous imposez le contrat court, à ce moment-là... Et le contrat court, c'est aussi une opportunité dans certains secteurs où
ça n'a absolument rien à voir avec la formation, mais de multiplier les expériences aussi. Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Et puis vous avez des secteurs entiers qui ne fonctionnent qu'en contrat court. Voilà. Ouais. Justement, ce bonus-malus ne va pas être appliqué. Alors déjà, il faut que les sociétés aient au moins 11 salariés. Il y a des secteurs qui sont mis de côté parce que touchés par la crise. Finalement, pourquoi parler de ce bonus-malus si finalement ça va concerner à peine 10% des sociétés? Écoutez, je ne sais pas, mais je pense que c'est une très mauvaise mesure. Un rappel quand même, toute société qui abuse doit être sanctionnée. Le principe, il est clair, il y a un droit, donc des sociétés qui contournent le droit et qui abusent doivent être sanctionnées. Il n'y a pas de doute là-dessus, et on sait quand même qu'il y a... Mais là, embaucher en contrat court, on y a le droit, on a le droit encore. Voilà. Donc, non, mais je préfère quand même dire que ma critique de la mesure ne justifie pas la jungle, au sens où l'entreprise aurait le droit de faire tout et n'importe quoi avec ses employés. Ce n'est pas du tout le sentiment que je voudrais partager. En revanche, je pense que cette mesure, elle est mauvaise parce que elle amplifie, elle accentue ce qui est le mal français du marché de l'emploi, c'est-à-dire la rigidité. Donc, où on veut développer l'emploi, où on ne veut pas développer l'emploi. Parce qu'en fait, la nature du contrat a peu d'importance dès lors qu'on trouve du travail facilement et qu'on trouve à être employé et à gagner sa vie correctement. Qu'est-ce qui ça se passe augmente aussi le coût du travail. Alors, non seulement ça augmente le coût du travail, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les agences d'intérim se frottent les mains. Je lisais quelques papiers avant de venir. Si le CDD devient encore plus compliqué à employer, parce que, bon, quand on a déjà soi-même dirigé une entreprise ou recruté, on sait que le CDD est déjà extrêmement encadré et qu'on n'en fait pas n'importe quoi. Donc s'il y a des abus, c'est qu'en effet, la règle déjà qui existe ne doit pas être très très bien respectée. Donc sanctionnable, assurément. Mais aujourd'hui, on déplace la flexibilité vers des formes genre intérim. Alors les agences sont ravies, elles l'ont dit, etc. Et puis, on va engorger ce marché du travail en empêchant les entreprises, en tout cas en contrariant l'emploi par des contrats courts, alors que c'est parfois totalement nécessaire. Donc je trouve que c'est une mauvaise mesure dont je ne vois pas très très bien le bénéfice, ni pour l'entreprise, ni pour la personne qui est au travail ou qui cherche du travail. Nous sommes très en retard. Jean-Michel Garrigue, je vous accorde 10 secondes. Eh bien, vous concluez. Juste pour vous dire que je pense que le gouvernement, en fait, est un peu entre deux chaises. Quand on voit le nombre de secteurs d'activité qui étaient concernés par cette mesure il y a encore quelques mois, on voit dans le décret de fin juin qu'il y a à peine une dizaine de secteurs dont les 2/3 sont exclus temporairement à cause des conséquences sanitaires. Et je rejoins tout à fait Valérie en disant que, moi, dans le secteur du spectacle, par exemple, ou de la presse, que j'ai pratiqué pendant très longtemps, la jurisprudence se chargeait de sanctionner allègrement les employeurs qui avaient exagéré en accumulant des contrats déterminés pendant des saisons radio ou télé successives ou dans la presse. Et donc, je ne vois pas très bien ce que ça vient apporter en plus. Merci à tous les trois. Merci de m'avoir accompagné sur ce débat d'actualité. Valérie Ohanessian, directrice générale de la Société française des analystes financiers et également administratrice de la Fondation Concorde. Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. Et enfin, Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. Merci à tous les trois. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, et aujourd'hui nous allons improviser. Oui. Bonjour Aniel Cornel. Bonjour Fanny. Vous êtes fondateur du cabinet de conseil Venturecraft Studio. Exact. Vous êtes également l'auteur de Naviguer à vue vers la start-up improvisée, paru aux éditions des Mines. Comment est né ce livre ? Vous avez une expérience très riche de conseil en entreprise. Vous avez analysé finalement la raison qui explique pourquoi telle ou telle entreprise va vers le succès ou non ? Tout à fait. Fanny, ce livre remonte à une quête
personnel que j'ai commencé il y a 5 ans. Après une carrière en tant qu'entrepreneur et aussi en tant qu'investisseur professionnel, venture capitalist, je me suis posé les questions suivantes. Pourquoi, dans autant de cas, il y avait eu des échecs, malgré les bons efforts et l'intelligence de tout le monde? Et pourquoi, quand il y avait des succès, et heureusement il y en avait quelques-uns, est-ce qu'ils paraissaient aléatoires? Donc je voulais répondre à ces 2 questions. Et pour y répondre, je suis allé interviewer, faire des recherches sur des entrepreneurs, sur des investisseurs, mais j'ai élargi le champ de ma quête et j'ai aussi interviewé et étudié des maîtres artisans. Oui, en fait, vous avez transcendé les domaines. Voilà, il n'y a pas uniquement le domaine entrepreneurial. Vous abordez surtout les domaines artistiques. Exactement, les métiers d'art. Les métiers d'art, pour vous, dans les métiers d'art, on est plus prompt à improviser, et ce serait ça la clé? Ça serait ça la clé. Et c'est Parce que dans votre constat, ce que vous nous dites, c'est que finalement, on a beau avoir un beau business plan, d'avoir tout calculé, on n'en arrive pas forcément là où on voulait aller. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. La planification, l'expérimentation basée sur des hypothèses, ce sont des choses nécessaires. Je les ai pratiquées maintes fois en tant qu'entrepreneur et investisseur. Mais ça ne garantit pas le succès. Alors, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est cette approche plus artistique, moins scientifique à l'innovation. Et dans mon livre, les lecteurs verront qu'il y a 3 compétences clés que je présente qui sont tous sous-tendues par l'improvisation habile. Il y a le bricolage. Donc on va bricoler, c'est-à-dire qu'on utilise, on fait ça un peu à sa sauce, ou on va utiliser des choses qui ont déjà fonctionné, qu'on va... Non, pas forcément, c'est pas ça. C'est surtout qu'on va utiliser les actifs, les talents, les relations, les ressources que nous avons sous la main pour essayer progressivement de trouver des nouveautés ou des solutions à des problèmes. Ça ne sera pas basé sur des hypothèses, mais plutôt une recherche en temps réel. On tâtonne un peu. Exactement, on tâtonne. Et ce tâtonnement peut se passer à travers le bricolage, comme à travers ce que j'appelle l'errance intentionnelle. Alors qu'est-ce que c'est l'errance intentionnelle? L'errance intentionnelle, c'est l'exploration en fait. C'est d'aller sur des marchés, par exemple, qu'on ne connaît pas, et essayer d'en tirer des leçons qu'on peut colporter vers le marché. Il y a une forme de curiosité derrière. Forcément, forcément. Il faut être curieux pour réussir dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat. Et le dernier point? Donc on a le bricolage, l'errance... Et la conversation. Et la conversation. Comme actuellement, vous et moi, nous sommes engagés dans un échange improvisé. Nous n'avons pas préparé les questions à l'avance, ni les réponses. Donc, c'est presque une forme de jazz, si vous voulez, que nous sommes en train de faire. Derrière cette conversation, il y a la curiosité, on pose des questions, il y a aussi l'écoute. L'écoute active est extrêmement important, comme je souligne dans mon livre. Pour être habile à la conversation, il faut savoir écouter, il faut aussi savoir observer avant de parler. Vous parlez justement de ce musicien de jazz. Dans le jazz, on a plus cette propension effectivement à improviser. Est-ce qu'on doit justement s'inspirer du musicien de jazz? Absolument, il faut s'inspirer des musiciens de jazz. Dans mon livre d'ailleurs, je parle de Django Reinhardt, le fameux guitariste, qui est probablement le guitariste le plus connu pour son improvisation. Mais en plus des musiciens, il y a aussi des comédiens, par exemple, qui improvisent. Et surtout, je voudrais souligner le fait que ce soit des musiciens ou des comédiens ou des navigateurs, ils travaillent intentionnellement à améliorer leurs compétences en improvisation. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les entrepreneurs et les patrons des PME. On leur donne des complexes. On insiste sur la nécessité de planifier, d'expérimenter, d'avoir une approche scientifique. Il faut prendre un petit peu de liberté avec ce cadre, finalement.
Exactement. Maîtriser ce cadre et prendre des libertés. Je suis navrée, Amiel Cornel, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le fondateur du cabinet de conseil Venture Craft Studio. Et je rappelle bien sûr ce livre que vous avez écrit, Naviguer à vue vers la start-up improvisée, paru aux éditions Presse des Mines. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Romain, Pauline, Guillaume, Louison. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous être fidèles. Vous retrouvez Arnaud Ardouin aux commandes de Smart Job dès lundi. Passez un excellent week-end. À lundi.